Bien, bonjour et bienvenue à tous. La semaine dernière, dans un contexte pour le moins troublé, nous avons vu comment l'école allemande, notamment l'école sociologique, inspirée par Max Weber, apportait une réponse quelque peu différente par rapport à la rivalité franco-anglaise sur la question de savoir si le confucianisme est à considérer ou non comme une religion. Vous vous rappelez sans doute que l'anglais, ou plutôt l'écossais James Legge, introduisait le confucianisme dans le cercle des religions du monde, puisqu'il considérait carrément que le confucianisme était une religion, tandis que le professeur de philosophie grecque et latine du Collège de France, Barthélemy Saint-Hilaire, affirmait que le confucianisme ne méritait pas plus le titre de religion que celui de philosophie. Donc nous avons vu la dernière fois que les diagnostics, si je peux dire ainsi, donc les diagnostics allemands des années 1910, ceux du sociologue Max Weber ou du sinologue Wilhelm Gruber, frappaient d'abord par leur caractérisation négative du rapport des Chinois aux religieux, alors soit en termes d'incapacité, Wilhelm Gruber considère que le fait est que les Chinois ne connaissent pas la différence fondamentale entre religion et enseignement, soit en termes d'absence. Vous vous rappelez sans doute que Weber donne très nettement cette impression d'accumuler les constats négatifs relatifs à toute une série de facteurs qui seraient, selon lui, présents en Europe et absents en Chine. Toutefois, malgré donc disons la négativité de ces jugements, de ces diagnostics, nos deux savants allemands ont bien repéré que le terme chinois traduit par le néologisme européen confucianisme, c'est-à-dire donc le terme de Rujiao que vous avez ici. Je vais essayer de... Voilà, ici. Donc, que ce terme a plus à voir avec un enseignement qu'avec une religion. En d'autres termes, Weber et Gruber ont bien vu que la catégorie de religion, au sens où elle est entendue dans le contexte européen et bien sûr avant tout chrétien, comme système structuré de croyances et de pratiques séparées de la société et organisant les fidèles en Église. Donc cette conception n'est pas adaptée, enfin plus exactement cette catégorie de religion n'est pas adaptée pour rendre compte de la notion chinoise de Jiao. Or, c'est autour de ce terme de Jiao que s'est formé donc un ensemble de malentendus dont nous avons encore du mal à nous extirper aujourd'hui. Alors, la complication vient du fait que ce terme Jiao a été utilisé pour former un néologisme
donc en chinois zongjiao, qui aurait été donc adopté du japonais, en prononciation japonaise shukyo, aux alentours de 1900 pour traduire le concept occidental de religion. Et nous avions vu que cette vulgate, donc d'un néologisme d'origine japonaise qui aurait été adopté telle quelle en Chine au tournant du XXe siècle, on la trouve exposée dès les années 1910 par le missionnaire et sinologue britannique William Edward Southill. Alors, ce qui est intéressant chez Southill, que vous avez ici, c'est que, nous l'avions vu, il arrive dans le sillage de James Legge. Comme James Legge, Southill a d'abord été missionnaire pendant près d'une trentaine d'années en Chine, avant donc d'être nommé professeur de chinois à l'université d'Oxford. Donc les deux savants anglais donc, ont connu la même trajectoire. Mais ce qui distingue Southill de Legge, c'est que Southill ne suit pas du tout James Legge dans la qualification du confucianisme comme religion. Et bien au contraire, Southill met en garde les futurs missionnaires. Nous avions vu la dernière fois qu'il s'est adressé dans une série de conférences à des étudiants d'Oxford qui s'apprêtaient à partir en mission en Chine. Donc, il les met en garde contre la tentation de voir trois religions dans donc les sanjiao, c'est-à-dire les trois enseignements qui viennent dans cet ordre conventionnel, donc l'enseignement Ru, c'est-à-dire l'enseignement des lettrés ou des confucéens, l'enseignement des Shi, c'est-à-dire des bouddhistes, le Shi étant la première syllabe de la transcription chinoise de Sakyamuni, Shakyamuni, et le troisième enseignement étant l'enseignement du Tao, de la voie, c'est-à-dire l'enseignement taoïste. Alors, c'est un petit peu étonnant que Southill donc, fasse cette mise en garde, étant donné qu'il intitule sa série de conférences The Three Religions of China. Donc, et pourtant, en fait, la première chose qu'il dit à son auditoire, c'est qu'il faut surtout justement se garder de considérer les sanjiao comme des religions. Alors, ce terme de zongjiao, qui a été inventé pour rendre compte de la catégorie religion, selon la Vulgate, apparaîtrait comme l'un de ces nombreux néologismes qui ont été forgés pour traduire des concepts européens, au même titre que ce terme de zhexue, en prononciation japonaise tetsugaku, qui a été forgé pour traduire le concept occidental de philosophie, dans un Japon lancé dans la course à la modernisation sur le modèle occidental, donc dans la seconde moitié du XIXe siècle, à l'ère Meiji. Et ce sont des néologismes qui ont été ensuite empruntés tels quels dans le contexte chinois, donc aux alentours du tournant du XXe siècle. Et donc nous avions vu la dernière fois que en réalité, ce terme de zongjiao a sans doute été suggéré donc aux traducteurs japonais par donc leur familiarité avec
la culture bouddhique, et en particulier celle du bouddhisme Chan ou du bouddhisme zen en japonais, où justement apparaît donc cette notion de zongjiao ou de son inverse, c'est-à-dire jiaozong, puisque en fait ce terme est un composé du terme donc jiao qui veut dire enseignement, on l'a vu, et de zong qui représente donc la lignée ancestrale principale et par extension donc le principe. Toujours est-il que c'est avec l'introduction par la médiation japonaise donc du concept occidental de religion, traduit par ce terme de zongjiao, que la question du caractère religieux ou non du confucianisme s'impose en Chine et commence à hanter les esprits en leur imposant artificiellement, en quelque sorte, de prendre parti et de se prononcer pour ou contre. Donc on peut dire que dans les premières décennies du XXe siècle, les intellectuels chinois modernes ont à justement répondre à cette question dans un contexte où la Chine elle-même commence précisément à se laïciser. Alors il faudra justement s'interroger sur, disons, le caractère approprié ou non de l'application de cette notion de laïcisation au contexte chinois. Alors, nous avons vu apparaître récemment un livre que je vous recommande, dû à nos collègues de l'Université Paris 7 et de l'EHESS, Sébastien Biliou et Joël Toraval, un livre intitulé Le sage et le peuple, et qui traite du renouveau confucéen en Chine, d'un point de vue essentiellement anthropologique, et qui est paru tout récemment, donc en 2014, aux éditions du CNRS. Alors, dans cet ouvrage, qui s'appuie principalement donc sur des enquêtes anthropologiques sur le terrain en Chine contemporaine, Sébastien Biliou et Joël Toraval font la constatation que, je cite, la catégorie de rituel ou d'enseignement des rites, c'est le terme que vous avez tout en bas de la diapositive ici, li jiao, est centrale pour le confucianisme. Autour des cérémonies et sacrifices officiels se mettait autrefois en place la dimension indissolublement politico-religieuse du pouvoir. Et c'est donc cette constatation sur le caractère central de ce li jiao, donc de cet enseignement rituel ou de cet enseignement des rites, qui amène Sébastien Biliou et Joël Toraval à insister sur le caractère continuiste du ritualisme, par opposition à la rupture introduite par la notion occidentale de religion. Donc ça, c'est vraiment une distinction tout à fait importante, sur laquelle je vais insister aujourd'hui. Cette distinction entre le caractère continuiste du ritualisme et la rupture introduite par la religion. Et je cite l'ouvrage, donc, l'acceptation de la notion de religion aurait pour effet d'introduire une rupture dans une perspective qui reste spontanément continuiste. Et nos deux auteurs de poursuivre
Si cette virtualité continuiste peut parfois se manifester, c'est en premier lieu parce qu'elle ne consiste pas en un simple discours ou idéologie. Elle n'est pas une constellation abstraite de valeurs ou de notions, mais plutôt un ensemble de schèmes pratiques pouvant s'exercer modestement dans des contextes très divers, du thérapeutique à l'esthétique, du diététique au divinatoire. C'est en second lieu parce que, en raison du jeu d'échelle constitutif de la cosmologie continuiste, les pratiques préservées au niveau microcosmique, personnel ou domestique, obéissent à des principes analogues à ceux qui se déployaient aussi au travers de pratiques existant au niveau macrocosmique. Alors, bien sûr, tout ça c'est une formulation extrêmement condensée que nous allons déplier au fur et à mesure de notre étude de certains textes, mais ça vous pose un petit peu ce cadre continuiste sur lequel nos deux auteurs insistent beaucoup. Et ils en arrivent à cette conclusion que l'essentiel est de noter que lorsque l'inspiration continuiste trouve les conditions de son affirmation, elle dépasse les dualismes dans lesquels une interprétation moderne voudrait l'enfermer. La problématique européenne de la sécularisation religieuse, nous parlions tout à l'heure de laïcisation, n'est compréhensible que dans le cadre de tels dualismes opposant par exemple le sacré et le profane. Elle s'accommode mal d'une conception et d'une pratique où les dimensions dites visibles et invisibles, lumineuses et sombres, yang et yin, ne sont que les deux aspects d'une seule et même interaction. Autrement dit, le continuisme dont il est question ici, qui caractériserait cette culture ritualiste, se fonde sur une conception, on pourrait dire holiste, ou une conception cosmologique qui ne fait pas de séparation justement entre divers domaines politiques, religieux, éthiques. Alors, ce que nos deux auteurs entendent par ce caractère continuiste du ritualisme, par opposition donc à la rupture introduite par la religion, on en trouve la formulation récurrente et presque devenue conventionnelle, routinière, dans une série de grands traités ritualistes compilés à l'époque Han, c'est-à-dire au tout début de l'ère impériale, entre les 2 siècles avant et les 2 siècles après Jésus-Christ. Cette dynastie Han qui a été véritablement fondatrice de l'identité culturelle chinoise a duré donc 4 siècles, commodément à cheval, 2 siècles avant et 2 siècles après donc le tournant de l'ère chrétienne. Donc, sous les Han, vous avez plusieurs compendia extrêmement volumineux, surtout au regard des ouvrages de l'époque. Je rappelle que, disons, au IIIe, IIe siècle avant l'ère chrétienne, les écrits se font sur des rouleaux de lattes de bambou, donc c'est un support qui est lui-même assez encombrant, qui n'encourage pas véritablement justement la production d'ouvrages très volumineux, mais c'est tout à fait frappant de voir que les traités ritualistes, eux, sont tout à fait considérables en volume. Ça vous indique l'importance justement de ce thème
au début donc de l'ère impériale en Chine. Alors, ces compendia portent bien sûr sur les rites. Alors, ces rites peuvent être aussi bien donc des rites d'apparat, c'est-à-dire donc des rites qui étaient pratiqués dans les hautes sphères officielles et qui pouvaient concerner donc les affaires diplomatiques, les affaires militaires, les grands sacrifices aux ancêtres royaux, les rites de cour, etc. Donc aussi bien donc ces rites d'apparat que des rites beaucoup plus mineurs, voire domestiques, à savoir donc des traités portant sur les façons correctes de se nourrir, de se vêtir, de se comporter, de se mouvoir, les rites de mariage, les rites de deuil, etc. Donc là, vous voyez que le domaine des rites couvre vraiment tous les aspects donc, de la vie sociale. Alors, l'un de ces compendia ritualistes, c'est ce qu'on appelle le traité des rites, en chinois donc Li Ji. Vous avez donc le titre en haut de la diapositive ici, littéralement donc disons le recueil ou le traité sur les li, c'est-à-dire sur les rites. Et je signale au passage que depuis l'année dernière, nous étudions certains chapitres de ce compendium sur les rites en séminaire le jeudi après-midi. Alors, inutile de dire que vous n'êtes pas tous invités à ce séminaire parce que, d'une part, nous aurions du mal à tenir dans la salle et d'autre part, il est quand même nécessaire et fortement recommandé, en tout cas, de pouvoir lire le chinois classique, voire le chinois ancien, pour trouver sens dans ce séminaire. Alors, donc, au chapitre Li Yun de ce traité des rites, Li Yun qui veut dire donc l'évolution des rites, à la section 3, vous trouvez donc ce passage qui est un dialogue fictif entre un disciple et Confucius. Donc déjà, vous constatez que ces dialogues fictifs entre Confucius et ses disciples ne concernent pas uniquement donc les entretiens, le Luan Yu dont nous avons très longuement parlé. On retrouve également ce genre de fragments de dialogue dans d'autres sources. Alors, si j'ose dire, attachez vos ceintures parce que là, nous allons faire un peu de chinois. Selon ma méthode habituelle, je sais que beaucoup d'entre vous n'en connaissent pas le premier mot, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il est nécessaire et intéressant de toute façon de voir un petit peu comment se présentent ces textes dans leur forme originale, plutôt que de travailler uniquement sur des traductions. Alors, Yan Yan 复问曰：“如此乎？礼之极也。” Alors, Yan Yan, c'est le nom de ce disciple, pose une autre question, demande à nouveau. Littéralement, pourquoi est-ce que c'est tellement urgent ou important de s'intéresser donc aux rites? Pourquoi est-ce que les li, ici, que vous reconnaissez, les rites, sont quelque chose d'une si grande urgence ou d'une si grande importance? Et Kongzi Yue, Kongzi, c'est donc la dénomination chinoise de Confucius, maître Kong, répond: « Fu li, xian wang, yi cheng tian zhi dao, yi zhi ren zhi qing,
故先知者死，故失之者死，得之者生。Donc, Confucius répond, et là vous avez ici sa réponse. Pour ce qui est des rites, c'est ce par quoi donc les xianwang, donc les rois de l'Antiquité, ont reçu la voix du ciel, et c'est par eux également, c'est par ces rites qu'ils ont 治人之情, c'est-à-dire mis de l'ordre, où ils ont régulé donc les qing, c'est-à-dire les sentiments ou les émotions des êtres humains. Donc ici, vous avez une paire qui est tout à fait centrale dans la pensée de l'Antiquité tardive chinoise, c'est-à-dire donc à partir donc du IIIe siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire donc cet appariement du ciel, c'est-à-dire de l'ordre naturel des choses, qu'on appelle également le Tao, et la dimension humaine. Donc ces deux dimensions, donc céleste et humaine, autrement dit l'ordre naturel et l'ordre humain, sont constamment appariés et constamment mis en parallèle. Et ici, c'est intéressant de voir que les rites, et c'est là que vous retrouvez justement ce fameux thème continuiste, ce sont eux qui précisément font le lien entre la voix du ciel et les sentiments ou les émotions des humains. Alors, et Confucius de conclure, 故失之者死，得之者生. C'est pourquoi ceux qui perdent de vue ce principe des rites sont voués à la mort, et ceux au contraire qui justement les trouvent ou les accomplissent sont donc destinés à vivre. Autrement dit, c'est une façon de dire que la pratique des rites est une question de vie ou de mort, c'est une question vitale. Et comme dans beaucoup de ces sources classiques, vous avez une citation. Ici, c'est une citation donc du Shi, c'est-à-dire du livre des odes ou du livre des poèmes, qui fait partie donc du canon confucéen. Autrement dit, c'est l'un des 5 ouvrages canoniques confucéens. Et donc cette citation du livre des odes, qui intervient dans la partie des guofeng, c'est-à-dire donc des airs populaires des différents pays, dit ceci: 相术有体，人而无礼，人而无礼，胡不传死? C'est-à-dire donc, c'est assez amusant cette citation, donc il n'y a qu'à regarder donc une souris ou un rat qui a bien donc un ti, c'est-à-dire un corps ou des membres, un corps physique, mais un homme est susceptible d'être dépourvu des rites. Et un homme dépourvu des rites, pourquoi est-ce qu'il ne se dépêche pas de mourir? Donc c'est une citation qui vient à l'appui donc de ce que vient de dire Confucius, qui dit d'une autre façon que les rites, c'est vraiment quelque chose de vital. Et je profite de l'occasion
justement de cette citation du livre des Odes pour vous donner justement l'intégralité de cette pièce poétique qui est en fait, qui se présente un petit peu comme une comptine. Et vous allez voir justement comment, donc, dans certains passages de ce livre des Odes, on fait passer donc une moralité à travers donc une pièce rythmée et rimée. Donc là, ça illustre bien en fait ma conviction que je réaffirmais à l'instant, c'est-à-dire qu'il est important, même pour ceux qui ne lisent pas le chinois, de voir un petit peu comment les textes se présentent. Ici, vous voyez exactement les effets donc, de rythme. Vous retrouvez donc les mêmes caractères en début de membres de phrase et de la même longueur, vous avez 4 caractères chaque fois, et donc les effets de rythme. Alors donc, que nous dit ce poème, ou plutôt cette comptine? Je lis le tout, et après je traduis. Donc, 橡树有皮，人而无益，人而无益，不死何为？橡树有齿，人而无止，人而无止，不死何似？橡树有体，人而无礼，人而无礼，胡不传死。Donc, vous avez donc cette mise en parallèle entre donc une souris ou un rat et un être humain. Donc, et vous avez le même principe dans chaque phrase. Regardez donc le rat. Il a un pied, c'est-à-dire donc une peau ou une fourrure, mais l'homme est capable d'être sans sens de l'obligation ou sans dignité. Et un homme sans dignité, qu'est-ce qu'il a d'autre à faire que de mourir? Deuxième phrase, regardez le rat, il a des dents. Alors qu'un homme est capable de ne pas avoir le sens de la retenue. Ici, vous avez zhi ici, mais si vous ajoutez un radical, ça pourrait être le sens de la honte. Donc, le sens de la retenue ou le sens de la honte. Et un homme sans sens de la retenue ou sens de la honte, qu'est-ce qu'il attend pour mourir? Et en troisième phrase, vous avez donc la citation que nous venons de voir. Donc, voyez le rat, il a bien un corps ou des membres, alors qu'un homme est capable d'être dénué de sens des rites. Et un homme dénué du sens des rites, pourquoi est-ce qu'il ne se dépêche pas de mourir? Donc, vous avez ici cette morale que, au fond, un homme qui est dépourvu de sens de l'obligation, de la honte, de la retenue des rites, vaut moins qu'un rat. C'est à peu près ça qu'on déduit justement de cet effet donc de parallélisme. Alors, la citation du Li Yun continue ici. 是故夫礼，必本于天，尧于地，列于鬼神，达于上纪，摄于官昏，朝聘. Donc, voilà pourquoi les rites sont nécessairement enracinés dans le ciel, c'est-à-dire donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'ordre naturel des choses. Les rites ont leur correspondance en quelque sorte dans la terre et ils
se déploie dans les guisheng, c'est-à-dire donc les démons et les esprits, hein, autrement dit les êtres surnaturels. Et ils donc ils s'étendent aux rites funéraires, aux sacrifices et même à la pratique donc du tir à l'arc, la conduite du char. Ils s'étendent également donc à la cérémonie donc de la coiffe virile, à la cérémonie du mariage, aux audiences de cour et donc aux ambassades diplomatiques. Donc là, vous avez dans cette dernière phrase tout ce que recouvre le domaine des rites. Et vous retrouvez là aussi donc cette continuité entre le ciel et la terre, autrement dit entre la dimension cosmique ou cosmologique, qui passe donc par le domaine du surnaturel, en tout cas ce qui dépasse l'humain, et ensuite qui s'étend justement à donc toutes les pratiques sociales du domaine humain, c'est-à-dire donc les rites de deuil, les sacrifices, etc. Et y compris donc toutes les grandes occasions, qu'elles soient donc domestiques ou étatiques. Et la dernière phrase vous dit ceci, donc « Gu shengren yi li shi zhi, gu tianxia guojia ke de er zheng ye ». Donc, ainsi, le sage, ou l'homme saint, shengren, ou plutôt on pourrait dire aussi en fait les sages, puisque en fait shengren reprend un petit peu l'idée des xianwang, c'est-à-dire des rois de l'Antiquité. Donc les sages ont rendu manifeste les rites, hein, et c'est ainsi que donc tianxia, c'est-à-dire tout ce qui est sous le ciel, autrement dit l'univers entier, les guo, les pays, les jia, c'est-à-dire les familles ou les clans, hein, ont pu donc s'approprier ces rites pour arriver donc à la rectitude. Certains d'entre vous se souviennent peut-être justement de l'importance de cette notion de zheng, dont je rappelais que c'est, on pourrait dire, le caractère chinois le plus carré qu'on puisse imaginer, et qui désigne justement cette stabilité ou cette rectitude parfaite. On aura sans doute l'occasion d'y revenir. Mais donc là, je pense que dans cette citation du Li Yun, vous avez vraiment l'illustration par excellence de cette continuité entre le cosmos et donc tout ce qui relève du monde humain et du monde social et politique. Vous avez la même chose, la même idée dans un autre passage de ce chapitre Li Yun, à la section 21, qui illustre de manière encore plus, rimée et détaillée, ou rythmée plus exactement, donc cette notion de continuité. Donc, gu shengren zuo ze, bi yi tiandi wei ben, yi yin yang wei duan, yi si shi wei bing, yi ri xing wei ji, yue yi wei liang,
鬼神以为土，五行以为知，礼义以为气，人情以为田，四灵以为畜. Donc, vous retrouvez ici les Shenren, c'est-à-dire donc les sages ou les hommes saints. Zuozi, donc lorsqu'ils littéralement fabriquèrent ou déterminèrent les zi, c'est-à-dire les principes de conduite ou les règles de conduite pour le monde humain. Pi tiandi weipen, c'est-à-dire ils se sont vus, comment dire, dans la nécessité de prendre le tiandi, c'est-à-dire donc le ciel et la terre, comme pens, comme racines. Ici, vous avez, alors je suis loin évidemment de souscrire à l'idée que les caractères chinois sont des petits dessins, hein, mais je voulais quand même attirer votre attention sur ce graphème, qui c'est un mot important dans le vocabulaire des textes anciens. Ici, vous avez donc le graphème d'un arbre, hein, ou d'une plante, hein, et ici le trait inférieur qui vous indique la racine. Si ce trait se trouve au niveau supérieur, ça voudra dire une branche. Donc vous voyez un petit peu comment on fait passer donc une idée d'ordre philosophique à travers donc justement le graphisme des caractères. Donc ces sages donc prennent comme racine le ciel et la terre, c'est-à-dire donc la dimension cosmique. Ils prennent ensuite comme commencement le yin et le yang, donc ce couple complémentaire donc, qui est lui aussi d'origine cosmique et qui est tellement important justement dans la pensée chinoise, ça tout le monde le sait, c'est-à-dire donc ils ont pris donc les 4 saisons, hein, comme littéralement poignée ou comme instrument, hein, comme prise, c'est-à-dire donc ils ont pris le soleil et les étoiles comme donc moyen de compter le temps, hein, la lune comme mesure, donc les Guishen, de nouveau, donc les démons et les esprits comme associés, les wuxing, yiweizhi, c'est-à-dire donc les 5 éléments ou les 5 phases cosmiques comme substance, les li et les yi, yiweiqi, c'est-à-dire donc les rites et le sens du juste comme instrument, renqing yiweitian, c'est-à-dire donc les sentiments ou les émotions des humains littéralement comme chant, chant CHAMP, hein, c'est-à-dire comme champ à cultiver, j'imagine, et les siling yiweichu, c'est-à-dire donc les 4 créatures, les 4 êtres magiques, hein, qui sont donc ces animaux fantastiques que sont la licorne, le phénix, la tortue et le dragon, donc ces 4 êtres magiques comme animaux domestiques. Donc vous voyez dans ce texte aussi que nous passons là vraiment de façon tout à fait continue donc du ciel-terre aux sentiments et aux émotions des hommes. Et donc pour terminer aujourd'hui, hein, et j'espère que vous tenez toujours le coup avec tout ce chinois, mais enfin bon, il me semble que c'est intéressant de voir comment ces textes sont
aussi bien à, comment dire, à entendre à l'oreille que à lire avec les yeux. Vous avez ici donc une citation d'un autre compendium ritualiste. Oui, j'ai omis de mettre les caractères chinois ici. Donc le Da Dai Li Ji, qui est en fait un compendium, comment dire, jumeau donc du traité des rites, qui consacre donc un chapitre à l'idée que les sampan, c'est-à-dire donc que les rites ont littéralement 3 racines. Alors là, le 3, vous pouvez avoir la grande satisfaction de deviner le sens. Vous avez 3 traits. Donc, cette citation nous dit ceci, Li au sampan. Donc, les rites ont 3 racines. Tian di zhe, xing zhe ben ye. Donc là, toujours, le ciel et la terre, vous allez, même ceux qui ne connaissent pas le chinois, vous allez commencer à deviner un petit peu le sens. Donc le ciel et la terre sont la racine de xing, c'est-à-dire, ici, je pense qu'il faut prendre xing comme sheng, c'est-à-dire source de tout ce qui est vivant, source de la vie. Xian zu zhe, lei zhe ben ye. Donc les ancêtres sont donc la racine du lei, c'est-à-dire donc de l'espèce ou de la, on pourrait dire de la famille humaine. Jun shi zhe, zhi zhe ben ye. Et quant au jun, c'est-à-dire au souverain ou au prince, et au shi, c'est-à-dire au maître, ils sont la racine de zhi, c'est-à-dire de l'ordre. L'ordre entendu comme l'ordre sociopolitique. Zhi rend la notion justement d'un corps sociopolitique sain. C'est une métaphore médicale qui désigne donc un organisme qui est en parfait équilibre. Et ensuite, vous avez une série de questions rhétorique, Wu Tiandi Yan Sheng, Wu Xianzu Yan Chu, Wu Junshi Yan Zhi. Donc, s'il n'y avait pas le ciel et la terre, quelle vie y aurait-il? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir du vivant? Sans les ancêtres, quelle origine aurions-nous? Et sans les princes et les maîtres, comment pourrions-nous avoir justement un corps sociopolitique en ordre? Et la conclusion, c'est que Sanzhe Pianwang ou Anzhiren, donc si dans ces 3 instances, c'est-à-dire le ciel-terre, les ancêtres, les princes et les maîtres, si dans ces 3, il y en a un qui ne figure pas, qui n'y est pas, donc aucun homme ne sera donc en paix. Conclusion, Ku li shang shi tian, xia shi di, zong shi xian zu, er chong jun shi, shi li zhi san ben ye. Voilà pourquoi, donc, les rites, c'est par eux que en haut, on sert le ciel, en bas, on sert la terre, que on honore les ancêtres et que on manifeste son respect pour les princes et les maîtres. Tels sont donc les 3 sampan, donc les 3 racines des rites. Donc là, vous voyez dans ce passage d'un traité ritualiste, là également donc ce passage en continu depuis donc le ciel-terre, donc depuis le cosmos, jusque donc à la dimension
sociopolitique des princes et des maîtres. Ce qui donc amenait justement nos deux auteurs, Sébastien Biliou et Joël Thoraval, justement à cette idée donc d'une continuité entre le cosmologique et le politico-religieux. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir que vous avez une formulation quasiment identique et un passage parfaitement parallèle dans un autre ouvrage qui est attribué au penseur Xunzi, donc maître Xun, qui a vécu donc entre le IVe et le IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et dans le Xunzi, au chapitre 19, vous avez tout un chapitre qui est consacré au rite, Li Lun. Et dans ce chapitre, vous lisez quelque chose de tout à fait similaire, à quelques différences de vocabulaire près. Vous avez exactement donc la même formulation. Nous aurons l'occasion donc de revenir sur le Xunzi parce que c'est évidemment un très grand formulateur justement de la théorie des rites et du ritualisme ancien. Mais je voulais simplement, pour finir, vous signaler que cette idée de continuum entre le ciel et la terre, les ancêtres et les souverains, enfin les princes et les maîtres, se retrouvent dans des cultes qui sont encore pratiqués aujourd'hui en Chine, comme vous le voyez ici sur cette tablette que j'emprunte donc à mon collègue Joël Thoraval. Et sur cette tablette, vous retrouvez exactement donc les 5 instances dont parle la citation du Tare Li Ji que je viens de vous donner, donc le ciel, la terre, le prince, Qin, c'est-à-dire les parents, ou on pourrait dire les ancêtres, et les maîtres. Et vous avez ici donc quelqu'un donc qui est en train de brûler de l'encens et d'adresser une prière justement à ces 5 instances que vous retrouvez ici donc sur cette inscription. Donc le continuum n'est pas simplement donc dans la mentalité ancienne, vous le retrouvez également donc dans le temps, puisque vous retrouvez quelqu'un de tout à fait contemporain donc qui rend un hommage à ces 5 instances. Donc nous reprendrons ici la prochaine fois, et merci de votre attention encore une fois. Merci.